Paul Saint-Pierre Plamondon et Pascal Paradis. Alors, bonjour tout le monde. Je veux revenir rapidement sur la décision de la Cour d'appel d'invalider la loi 59. Donc, essentiellement, d'intervenir dans la volonté unanime des partis de maintenir la carte électorale actuelle. Donc, rappelons que le Parti québécois, comme tous les autres partis, s'était fortement opposé à cette réforme-là, parce qu'essentiellement, à plusieurs endroits, ce qui était proposé n'avait aucun sens. Puis on comprend qu'il y a des questions de ratio d'électeurs par comté, mais il y a d'autres considérations, surtout dans un territoire où la réalité urbaine ou de banlieue n'a rien à voir avec la réalité en Gaspésie. Dans un territoire aussi, comme si on prend le comté de Camille-Lorrain, parce que ce qui était proposé, c'était de redécouper Camille-Lorrain avec Anjou, puis enlever des parties de Camille-Lorrain qui sont imbriquées avec l'autre partie en termes de groupe communautaire, en termes de fonctionnement. Pour Camille-Lorrain, on se retrouvait littéralement avec une circonscription Frankenstein à tous les niveaux. Rien à voir, pas de connexion avec Anjou, même géographiquement au niveau des routes. Il y a vraiment une division qui est évidente. Donc, la proposition qui était celle qui avait été débattue à l'époque était contre le principe des communautés naturelles à plusieurs égards. Elle posait problème parce qu'on parlait d'une fusion des circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure. C'est vraiment mal comprendre c'est quoi le travail d'un député. Et là se pose la question, est-ce qu'un juge de la Cour d'appel, qui est non élu, est bien placé pour évaluer ces considérations-là? On est en train d'invalider la volonté unanime d'un Parlement démocratiquement élu au nom d'une interprétation de l'article 3 de la Charte canadienne des droits. Allez lire cet article-là. C'est un article succinct qui parle du droit de vote. Et donc, on est devant ce que je pense est un manque de prudence des pouvoirs non élus, c'est-à-dire le DGE et les tribunaux, vis-à-vis le pouvoir démocratique. Rappelons que la démocratie, c'est que des gens élus soupèsent plusieurs considérations. Si des pouvoirs non démocratiques prennent une seule de ces considérations-là, dans un raisonnement juridique, et laissent tomber toutes les autres conséquences sociales entourant n'importe quel projet de loi, ben je pense que la démocratie recule. Parce que la démocratie, c'est l'expression de la volonté populaire à travers des élus qui vont vers le peuple et qui disent « nous, on pense ça ». Ensuite, exercez votre droit de vote. Donc, c'est pas acceptable et ça va mener à plusieurs problèmes qui vont bien au-delà du nombre d'électeurs par circonscription. Il y a d'autres critères qui, de notre avis, puis de l'avis de tous les partis, donc on ne peut pas dire que c'est de la partisanerie. Tous les partis pensent qu'il y a un problème, mais ça ne semble pas peser très lourd dans la balance de gens qui sauraient mieux puis comprendraient mieux ces questions-là, notamment comprendraient mieux le travail de député. Avec des intérêts électoraux distincts. Mais c'est ça. C'est ça. Est-ce que ça doit aller en Cour suprême, ça? Je le souhaite. Le problème, c'est que là, il faudrait évaluer, parce qu'évidemment, on a demandé une suspension de la décision. Ça a été refusé. Ça veut dire que là, le DGE se trouve pris à procéder dans la préparation de la prochaine élection. Et là, se pose la question, est-ce que la Cour suprême veut et va se saisir de la question dans des délais qui permettent de vraiment se pencher sur ce rapport entre les choix démocratiques d'élus, dans une longue tradition de changement seulement s'ils sont consensuels, parce que sur ces questions-là, la tradition veut qu'on s'entend tous avant de bouger, ou est-ce que ça devrait être des juges ou d'autres non-élus, comme le DGE, qui décident de ces questions-là? Elle est fondamentale, elle mérite, à mon avis, d'être évaluée par la Cour suprême, mais dans quel délai, puis comment les partis politiques, en ce moment, sont censés se préparer si on ne sait même pas si on a une candidature dans Gaspé? Mais pour passer par-dessus un jugement comme ça, s'il y avait, par exemple, une modification de la loi de façon unanime par le Parlement, le Parlement est au-dessus des décisions des tribunaux dans une loi, non? C'est ce qu'on peut évaluer sur une base transpartisane, c'est-à-dire qu'on avait un consensus de tous les partis la dernière fois. Les tribunaux interviennent assez loin en disant non, on va forcer le jeu. Dans quel cas, commencera aujourd'hui une discussion transpartisane de comment, indépendamment, parce que c'est très intéressant comme situation, l'intérêt des libéraux n'a rien à voir avec l'intérêt des péquistes sur le plan électoral. Donc, je pense qu'on est un peu au-dessus de considérations terre-à-terre de partisanerie. On est devant la question, est-ce que le Parlement, l'Assemblée nationale, va maintenir son droit
de faire des lois lorsque d'autres pouvoirs veulent s'arroger ces questions-là. De droit, j'imagine. Exact. Mais Oui, donc, vous reconnaissez que les tribunaux, que les citoyens, les groupes ont le droit de s'adresser aux tribunaux pour contester des lois ou des choses qui se passent dans ce Parlement, aussi souverain soit-il. Exact. Que faisons-nous, suivant votre logique, si le pouvoir des tribunaux s'élargit aux dépens du pouvoir de l'Assemblée nationale constamment, à même des interprétations que je qualifierais de créatives? Parce qu'allez lire l'article 3 de la Charte canadienne. Un élargissement par rapport à l'exemple très concret de ce jugement-là qui a été émis hier. Contrairement au jugement de première instance, où est-ce qu'on exerce une forme de prudence dans l'interprétation créative qu'on fait de l'article 3, et ensuite on se demande, suivant le test Oakes, l'article 1, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'on laisse un peu les parlements faire ce qu'ils ont à faire avec un doute? On est devant, à la Cour d'appel, un interventionnisme important, mais de la même manière que d'autres jugements récemment veulent forcer et contraindre le Parlement de légiférer sur toutes sortes de questions en contravention d'une volonté démocratique claire. Et ce débat-là a lieu pas seulement au Québec, il a lieu partout en Occident. C'est-à-dire quoi faire pour demeurer dans un État de droit, maintenir la confiance puis le principe de l'État de droit, mais en ayant quand même une réflexion sur comment on protège la démocratie de pouvoirs de non-élus qui va toujours en accroissement au détriment de la capacité du Parlement de s'exprimer au nom du peuple. C'est une vraie question. Pas dans ces articles-là, je pense. Pardon? La clause dérogatoire ne pourrait pas s'appliquer. Elle ne s'applique pas. Mais En tout cas, pas de ce qu'on a compris à date. dernière, vous avez dénoncé la volonté du gouvernement de museler des contre-pouvoirs. Exact. Est-ce que, dans ce cas-ci, c'est pas justement l'expression d'une saine démocratie que de constater que ces contre-pouvoirs-là fonctionnent? Non? Non, parce que la démocratie, dans son essence, c'est de laisser des élus faire des lois à la majorité du Parlement, et on constate un empiètement toujours plus grand sur ce principe qu'est la démocratie. Et dans quel cas, il ne faut pas museler les contre-pouvoirs, mais il faut aussi les baliser, parce que si le contre-pouvoir devient le pouvoir, au détriment de la démocratie, se posent d'autres problèmes d'abus. Et donc, la question ici, c'est quel est l'équilibre entre ces contre-pouvoirs nécessaires? Et là, moi, je trouve ça déséquilibré parce que tous les partis de l'Assemblée nationale qui n'ont pas les mêmes intérêts partisans ont clairement indiqué une volonté claire, et il y a à nouveau une intervention des tribunaux pour se substituer à ce pouvoir démocratique, suivant quelques critères, mais en omettant tous les autres critères qui nous ont amenés, nous, à dire, là, il y a d'autres choses que juste le ratio d'électeurs avec le nombre de comtés. Là, il y a des considérations géographiques, puis des considérations de communautés cohérentes. Pas qu'on va laisser cela pour toujours. Là. Il y a d'autres réformes, il y a d'autres... Mais clairement, le résultat qui nous avait été présenté était à l'insatisfaction de tout le monde. C'est ce que la première instance, le juge de Cour supérieure, c'est ce qu'il a exercé comme jugement et comme prudence, de dire, il y a quand même une longue tradition d'avoir les partis politiques d'accord. Je ne m'immiscerai pas, puis je ne substituerai pas mon jugement à tous les partis politiques unis de l'Assemblée nationale. Ça reste que l'unanimité de ça reflète une certaine partisanerie. Vous l'avez dit, vous avez votre vision de tout ça, qui est sans doute pas la même que le Parti libéral du Québec, c'est que vous avez avantage à ce que ça ne change pas pour le Parti québécois. Non, c'est ça. C'est que, en fait, si on regarde en termes de probabilité de gagner là, des comtés, nos probabilités en général sont plus faibles sur l'île de Montréal qu'à l'extérieur. Puis donc, suivant votre raisonnement, c'est dans notre intérêt de gagner plus de comtés dans le 450 puis dans le centre du Québec, puis d'avoir moins de comtés à Montréal. Mais on n'est pas là-dedans du tout. Des partis politiques qui n'ont pas le même intérêt électoral sont tous d'accord que la réforme proposée posait problème. Si les tribunaux ne respectent pas ce constat au-delà de la partisanerie parce que nos intérêts partisans sont contradictoires, si même des partis qui n'ont pas les mêmes intérêts finissent par dire « ça ne fonctionne pas », puis qu'il n'y a pas de respect pour ça, on a un problème. Oui. Vas-y, Pascal. Ce sont des questions concrètes. Puis là, je veux mettre deux questions en lien. La question des contre-pouvoirs, des pouvoirs et contre-pouvoirs, c'est une question de dialogue. Ça n'implique pas que c'est toujours un seul des pouvoirs qui a le dernier mot et les autres pouvoirs doivent se taire. Donc ici, on est en dialogue. Et pour revenir à cette question-là, c'est parce que pourquoi
la Coalition Avenir Québec, Québec solidaire, le Parti québécois, le Parti libéral, qui, lorsqu'on parle des régions affectées, ont des intérêts électoraux et des intérêts politiques complètement distincts. Pourquoi on est d'accord sur le caractère inapproprié de la réforme proposée? C'est parce qu'il y a d'autres considérations qui ne sont pas assez soupesées par les tribunaux. Par exemple, à quel point ça va rendre plus difficile l'accès des citoyens à leurs députés parce qu'il faut rouler plusieurs heures pour aller rencontrer son député. À quel point la grandeur des circonscriptions va être considérée ou pas par les tribunaux. À quel point la réalité géopolitique, sociale, économique des quartiers ont été considérés. Paul Saint-Pierre Plamondon le disait tout à l'heure. Dans le cas de l'île de Montréal, on a divisé très artificiellement des zones qui ne vont pas ensemble. En fait, donc, ce sont des considérations qui vont au-delà des intérêts partisans des partis, mais dont le tribunal, manifestement, dans sa décision, n'a pas assez tenu compte. Donc, c'est pour ça l'intérêt du dialogue. De façon très concrète, est-ce que c'est réaliste ou dans quelle mesure c'est réaliste pour le DGEQ de redessiner la carte électorale d'ici l'élection de 2026? C'est l'autre problème peut-être tangible. Bonne question. Je comprends pas trop comment ça fonctionnerait. Puis là, il va y avoir un appel de ça. Il va y avoir... Bref, je reprends les propos de Pascal Paradis parce que ça traduit bien notre pensée. Vous avez devant vous 2 juristes, 2 membres du barreau pour l'État de droit, et on vous dit les contre-pouvoirs ne doivent pas devenir finalement l'appropriation du pouvoir par un de ces contre-pouvoirs-là au détriment du principe démocratique. Donc, rappelons qu'est-ce qui était l'échafaudage des démocraties occidentales. Le pouvoir s'exerce de manière démocratique, sauf exception, et ces exceptions-là doivent être limitées à des cas précis parce que plus ça devient la norme et moins c'est l'exception, bien plus on s'éloigne du principe démocratique de lien entre le peuple et ses choix à travers ses élus. Et il est là le débat dans cette question-là. Je veux dire, le Parti québécois va s'en remettre, là, peu importe l'issue de ça, là, on va prendre des décisions en conséquence, puis mais au-delà des considérations du découpage de la carte, se pose la question qui me tient plus à cœur, de la faculté de l'Assemblée nationale de refléter la volonté populaire sans qu'il y ait un autre pouvoir qui vient s'arroger le pouvoir démocratique.